Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous d'actualité d'AI Experience, le podcast qui démystifie l'intelligence artificielle. Voici une revue de presse qui revient sur les derniers sujets clés dans le monde bouillonnant de l'IA, le tout en moins de 10 minutes. If you think about what happened from GPT-3 to 3.5 to 4, it just got smarter. The field became known as artificial intelligence. Can machines really think? Et si les thérapies par chatbot, ces outils d'IA censés nous écouter et nous comprendre, devenaient en réalité une machine à surveillance au cœur d'un état policier? Ce sujet est relayé dans un article de The Verge et soulève de nombreuses questions. On connaît le discours, une IA qui vous connaît vraiment, comme le promet Mark Zuckerberg. Une présence réconfortante pour celles et ceux qui n'ont pas accès à un thérapeute humain. Ce que l'on découvre dans cet article, c'est tout l'envers de ce discours. Derrière l'écoute, il y a l'enregistrement. Et derrière l'enregistrement, il y a potentiellement un gouvernement qui écoute et qui, aujourd'hui aux États-Unis, fait preuve d'un mépris croissant pour les libertés individuelles. Le timing est glaçant. D'un côté, les géants du web comme Meta, OpenAI ou XAI poussent les utilisateurs à se confier, parfois jusqu'à leurs pensées les plus intimes. De l'autre, l'administration Trump intensifie un programme de surveillance massif allant jusqu'à cibler les discours protégés par la loi, traquer les identités de genre ou encore créer des bases de données sur les personnes autistes. Le lien entre les deux, ces IA dites thérapeutiques, qui pourraient devenir des sources d'informations idéales pour un État en quête d'un contrôle total. Et ce n'est pas une hypothèse farfelue. L'article nous rappelle dans le passé que des autorités ont déjà exigé des données de télécommunications ou de réseaux sociaux. Avec l'IA conversationnelle, les données deviennent encore plus sensibles. Elles sont riches, émotionnelles, contextualisées. Et surtout, elles sont souvent partagées sans méfiance, comme dans un cabinet de psy. Ce que The Verge souligne, c'est le risque d'un glissement de la thérapie numérique à la délation algorithmique. Et ce, alors même que les PDG des grandes plateformes courtisent activement l'administration en place, quitte à adapter leur politique aux exigences idéologiques du pouvoir. L'enjeu ici dépasse la technologie. Il touche au contrat de confiance entre les citoyens et ceux qui conçoivent les outils que l'on utilise au quotidien. Peut-on vraiment parler de bienveillance quand une entreprise incite à la confession, tout en étant prête à livrer ses confessions, directement ou indirectement, à un gouvernement qui traque la dissidence? Ce que je retiens de cet article de The Verge, et ce que j'aimerais que vous gardiez à l'esprit, c'est ceci. L'IA thérapeutique n'est pas un simple produit. Elle exige un cadre éthique, des garanties de confidentialité et une dissociation claire des intérêts politiques. À défaut, tout ce qui est présenté comme un outil de soin pourrait devenir une arme de contrôle. Est-ce que l'IA va prendre le contrôle de l'école? Dans un article de Nikkei Asia, on apprend que 30% des écoles sud-coréennes utilisent déjà des manuels scolaires propulsés par l'IA. Oui, 30%. Et c'est pas une expérimentation dans quelques classes isolées. Depuis mars 2025, ce sont des manuels d'anglais et de mathématiques qui intègrent directement des fonctions d'IA dans le cadre d'un vaste plan de transformation numérique porté par le gouvernement. Cela prend une forme très concrète. Les élèves écrivent leurs réponses à la main sur des tablettes et ces réponses s'affichent en direct sur un tableau numérique. L'IA suit, corrige, s'adapte et devient un partenaire d'apprentissage actif, et c'est là le vrai changement. Ce que la Corée du Sud montre, c'est qu'une intégration intelligente de l'IA à l'école peut rendre l'enseignement plus interactif, plus personnalisé, mais cela pose aussi des questions. Comment former les enseignants? Que faire des inégalités d'accès au numérique entre les régions? En parallèle, dans l'enseignement supérieur, un autre débat s'ouvre, cette fois porté par Reid Hoffman, le cofondateur de LinkedIn. Il appelle les universités à sortir du déni. Non, l'IA ne va pas disparaître. Oui, les étudiants utilisent déjà ChatGPT pour rédiger leur dissertation. Et non, ce n'est pas une anomalie, c'est une transformation durable par rapport au savoir. Plutôt que de lutter contre l'IA, Hoffman propose une refonte de l'évaluation. Pourquoi ne pas intégrer l'IA dans les examens, voire repenser totalement le format avec des épreuves orales ou des travaux où l'IA deviendrait une sorte de co-examinateur. Il rappelle que les textes générés par l'IA sont souvent assez banals, voire médiocres, et que les enseignants peuvent justement s'en servir comme contre-exemple pour pousser les étudiants à aller plus loin et à affirmer leur singularité. Ce que ces deux actualités nous montrent, c'est que l'IA ne redéfinit pas seulement ce que l'on apprend, mais aussi comment on apprend et comment on évalue. Que l'on soit en primaire en Corée du Sud ou en master universitaire à Harvard, l'enjeu est le même. Apprendre avec l'IA et pas contre elle. Et si vos recommandations de lecture estivale n'avaient jamais existé? Dans un article du Chicago Sun-Times, le journal a reconnu que plusieurs livres figurant dans son guide de lecture estivale n'existaient tout simplement pas. Oui, vous avez bien entendu, une partie de sa sélection de romans pour l'été a été entièrement générée par une IA,
et sans aucune vérification humaine. Le supplément s'intitulait pourtant Your Guide to the Best of Summer et recommandait des titres alléchants comme Tidewater Dreams ou Nightshade Market. Sauf que ces livres n'ont jamais été publiés. Pire, certains ont été attribués à de véritables auteurs et autrices, brouillant encore un peu plus les pistes. Alors que s'est-il passé? Le Sun Times explique que cette sélection a été produite par un prestataire externe baptisé King Features, qui lui-même avait mandaté un pigiste en freelance. Ce dernier a utilisé un agent conversationnel pour enrichir sa liste de recommandations sans jamais indiquer qu'il avait eu recours à l'intelligence artificielle. Résultat, la rubrique a été intégrée dans le journal sans validation de la rédaction, sans mention de la prévenance et sans relecture éditoriale. Cette affaire embarrassante survient quelques semaines après que le journal ait licencié 20% de ses effectifs, et elle soulève une question brûlante. Que se passe-t-il quand l'IA remplace des journalistes sans en avoir les compétences ni l'éthique? On le sait, les grands modèles de langage peuvent inventer des faits, un phénomène que l'on appelle hallucination. Mais ce qui rend cet incident particulièrement significatif, c'est que la chaîne de responsabilité est totalement floue, il y a une absence complète de garde-fous, et le fait que le lecteur final n'avait aucun moyen de savoir qu'il lisait une fiction involontaire. Pour l'instant, le Sun Times a retiré la liste, mis en place une nouvelle politique d'identification des contenus tiers, et a annoncé une révision de ses collaborations. King Features, de son côté, a rompu avec le freelance impliqué. Mais ce fait divers dit quelque chose de plus large sur le journalisme à l'ère de l'IA. La technologie seule ne suffit pas à produire de l'information fiable. Elle peut aider, oui, mais à condition de rester sous contrôle éditorial strict avec une transparence totale vis-à-vis du public. Et surtout, on ne confie pas une rubrique culturelle, ni aucune autre d'ailleurs, à un chatbot sans supervision humaine. Parce que l'enjeu ici, ce n'est pas juste une erreur amusante dans un guide de lecture, c'est la confiance du public dans ce qu'il lit, ce qu'il croit et ce qu'on lui propose comme étant vrai. Et si les IA formaient déjà leur propre société? Dans un article de la revue Science Advances, on découvre une étude fascinante. Lorsqu'on met des intelligences artificielles en groupe, elles développent spontanément leurs propres normes sociales, comme des humains, littéralement. L'expérience menée par des chercheurs de l'université de London City St George et de l'université informatique de Copenhague s'est appuyée sur jusqu'à 200 agents artificiels, des copies de Claude d'Anthropic et de Llama de Meta, que l'on a invités à jouer à un simple jeu. S'ils choisissaient le même mot, ils étaient récompensés, sinon ils étaient pénalisés. Résultat, à force d'interactions entre elles, les IA ont commencé à converger vers les mêmes choix. Des préférences collectives ont émergé, là où chaque agent pris isolément agissait de manière aléatoire. Et c'est pas tout. En ajoutant quelques agents perturbateurs dans le groupe, les chercheurs ont pu renverser la norme en place, démontrant l'existence d'un seuil de masse critique, bien connu en sociologie humaine. Ce que montre cette étude, c'est que les grands modèles de langage ne se contentent pas de répondre à nos questions. Ils sont capables, entre eux, de négocier, de s'aligner, de résister et de changer, bref, d'inventer une forme de culture commune. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'on a longtemps pensé les IA comme des machines isolées, mais dans la réalité, elles interagissent déjà dans les services clients, les assistants vocaux, les processus d'automatisation, etc. Et si ces interactions génèrent des biais collectifs, comme ceux identifiés dans cette étude, alors même qu'aucun agent individuel ne semblait biaisé au départ, on entre dans une nouvelle dimension du problème. La sécurité de l'IA ne peut plus être pensée uniquement à l'échelle individuelle. Il faut étudier les dynamiques de groupe comme on le ferait pour une société humaine. Et ce n'est plus une technologie qui obéit, c'est une population qui émerge. Et pour vivre avec elle, il faudra comprendre ses règles avant qu'elles ne s'imposent à nous. Et si l'ère des stages, des premiers boulots et des débuts de carrière post-universitaires était déjà en train de disparaître? Un article du New York Times souligne un constat troublant. L'intelligence artificielle est en train de décimer les emplois de début de carrière aux États-Unis bien plus vite que l'on ne l'imaginait. Selon les derniers chiffres, le taux de chômage des jeunes diplômés aux États-Unis atteint 5,8%, un niveau anormalement élevé, et cette hausse se concentre dans certains secteurs techniques, finance, data, ingénierie, là où l'IA progresse le plus vite. Derrière ces données, un changement de paradigme. De plus en plus d'entreprises testent systématiquement si une tâche peut être faite par une IA avant même de penser à recruter un humain. Le journaliste partage des témoignages d'entreprises tech qui ne recrutent plus en dessous d'un certain niveau d'expérience car les tâches de junior sont désormais confiées à des IA. Certaines startups font tourner leur data avec un seul analyste là où il en fallait 50 ou 70 il y a quelques années. Et du côté des fournisseurs d'IA, comme Anthropic, on revendique aujourd'hui des modèles capables de coder pendant plusieurs heures d'affilée sans aucune intervention humaine. Ce qui est frappant, c'est la vitesse du changement. L'automatisation du travail de bureau n'est plus un fantasme de dirigeant du forum de Davos. Elle est en cours. Et même si l'IA ne remplace pas tous les jobs du jour au lendemain, deux effets secondaires sont déjà très visibles.
Le premier, c'est l'excès de confiance. Certaines entreprises misent trop tôt sur l'IA, comme par exemple Klarna, qui avait remplacé ses agents par des chatbots avant de devoir les réembaucher après un tollé client. Le second, plus insidieux, c'est le désengagement des employeurs vis-à-vis de la formation. Après tout, pourquoi investir dans des juniors, les former et les accompagner, si le poste qu'ils occupent sera de toute façon automatisé dans un an ou deux? Alors oui, certains jeunes diplômés contre-attaquent, ils se lancent dans l'entrepreneuriat, ils changent de voie, ils prennent plus de risques, mais ils le font avec une urgence nouvelle. Comme le dit l'un d'entre eux, si l'avantage humain fond rapidement, alors il faut faire quelque chose de grand maintenant. Ce que révèle cet article, c'est que la question n'est plus l'IA va-t-elle changer le monde du travail, mais sommes-nous prêts à affronter ce changement dès nos premiers pas dans la vie active? Ainsi s'achève notre tour d'horizon de l'actualité IA. Ne manquez pas le prochain épisode chaque dimanche en français sur cette chaîne ou alors en anglais sur la chaîne AI Experience in English pour des interviews d'experts au cœur de la révolution IA. Évidemment, je compte sur vous pour 5 étoiles si l'épisode vous a plu. À très vite.